Bonjour et bienvenue in J-Site. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet euh, vraiment d'actualité. Comment on fait pour s'adapter, pour naviguer dans ce monde qui change tout le temps? Hmm, c'est la grande question. On va explorer ça avec deux éclairages. D'abord, un module de formation du Centre Fora, très pratique, sur la facilité à s'adapter. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? D'accord. Et ensuite, on jettera un œil à un guide, les outils du développement personnel pour manager. Il essaye un peu de démêler les cheveux de toutes les méthodes proposées, surtout en entreprise. Ah oui, il y a pléthore d'outils, c'est vrai. L'objectif donc, c'est de comprendre un peu mieux cette compétence, l'adaptabilité, comment on peut la travailler et puis avoir un regard critique sur ces fameux outils qui promettent monts et merveilles. On décortique ça. Allons-y. Et c'est important ce que vous dites sur le regard critique. L'adaptabilité, bon, c'est pas inné pour tout le monde, hein. Ça se travaille, oui. C'est un effort. Exactement. Les outils, ils peuvent aider. Donner un coup de pouce, c'est certain. Mais attention, ce ne sont pas des baguettes magiques. L'approche doit vraiment être nuancée, personnalisée. Pas une recette miracle. C'est ça. Alors, commençons par la base. C'est quoi cette facilité à s'adapter? Le module Fora le rappelle bien, avec cette idée un peu darwinienne. Survivre, c'est pas forcément le plus fort ou le plus intelligent. Mais celui qui s'adapte le mieux au changement. Voilà. Et l'histoire humaine en est pleine d'exemples. Quand on est passé de chasseur-cueilleur à agriculteur, à cause du climat. Des changements radicaux. Oui, plus près de nous, la révolution industrielle. Des millions de gens qui quittent la campagne pour la ville, les usines. Il a fallu une sacrée dose d'adaptation, là. Oui, une flexibilité énorme. Et le module Fora utilise une analogie que je trouve assez juste. Développer son adaptabilité, c'est un peu comme se muscler. Ah, intéressant. Comment ça? Ça demande un but, un objectif clair, et puis un entraînement régulier, des efforts constants, comme pour le sport, quoi. D'accord. Et les résultats, ils sont pas immédiats. Ça prend du temps. Et souvent, il y a une phase d'inconfort, des sortes de courbatures mentales, si on veut. Hmm. C'est un processus progressif. Cette image du muscle, elle est parlante. Ça montre bien qu'il y a un effort à faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de réduire ça juste à une question de volonté? Les émotions, la peur de l'inconnu, ça compte énormément, non? Ah, mais tout à fait. Vous mettez le doigt sur un point essentiel. L'analogie a ses limites, bien sûr. L'aspect psychologique, émotionnel, il est central. Hmm. L'inconfort dont on parlait, ce sont justement ces émotions. La peur, l'anxiété, peut-être la frustration face à ce qui nous échappe. Reconnaître et accepter ça, ça fait partie du jeu. C'est pas juste serrer les dents et avancer. D'accord. Et alors, au quotidien, ça ressemble à quoi, être adaptable? Le module donne des indices avec son auto-évaluation. C'est être à l'écoute, déjà, sentir ce qui bouge autour de soi. Être conscient. Oui. Et puis, voir un imprévu non pas comme une catastrophe, mais peut-être comme une opportunité de faire différemment. Transformer le problème en défi, en quelque sorte. Voilà. Accepter de revoir son agenda, de prendre une nouvelle tâche qui sort de notre zone de confort, ou simplement écouter une suggestion qui bouscule un peu nos habitudes. Des petites choses, mais qui comptent. Le module mentionne aussi rapidement un processus en 5 étapes de Constance Lamarche. Ce qu'il faut retenir, je crois, c'est qu'il y a une sorte de cheminement logique dans l'adaptation. Un cycle. Oui. Et se sentir déstabilisé, un peu perdu, c'est normal. C'est même une étape attendue. Certains semblent mieux naviguer là-dedans, peut-être parce qu'ils arrivent à lâcher prise plus facilement sur le connu. Oui, et à tolérer cette phase d'incertitude. Et un élément clé qui revient souvent et que le module souligne dans sa tâche 5, c'est l'attitude. L'attitude positive. Oui, l'attitude positive. C'est un levier puissant. Attention, c'est pas juste être béat ou naïf, hein, c'est une posture active face aux difficultés. Et la bonne nouvelle, c'est que ça aussi, ça se cultive. Il y a des stratégies pour ça. Ah oui? Lesquelles, par exemple? L'annexe 4 en parle. Oui, elle donne quelques pistes concrètes. Par exemple, être curieux de son environnement, essayer d'anticiper un peu les changements, ne pas rester bloqué dans le passé. C'était mieux avant. Voilà, éviter ça. Essayer de s'ajuster rapidement. Voire trouver du plaisir dans la nouveauté comme une sorte d'aventure. Voir le changement comme une aventure. Et surtout, être prêt à changer sa propre façon de penser. Parce que nos pensées influencent nos actions, c'est direct. Ah, et puis, demander de l'aide. La tâche 6 le rappelle. C'est une stratégie intelligente, pas une faiblesse. Tout à fait. C'est bien illustré par la petite histoire Qui a piqué mon fromage, qui est résumée dans une autre annexe. Pour ceux qui ne connaissent pas, vite fait, 2 souris, 2 mini-humains, un labyrinthe, le fromage disparaît. Le drame.
Exactement. Les souris, hop, elles partent direct chercher ailleurs. Un des humains, il résiste, il râle, il se plaint. Mais pourquoi c'est injuste? Classique. L'autre, il hésite, il a peur lui aussi. Mais il finit par se décider à explorer le labyrinthe après s'être posé une question clé. Que ferais-tu si tu n'avais pas peur? C'est la question pivot, ça. Et les leçons qu'il tire en avançant sont très parlantes. Le changement arrive, faut l'anticiper, le surveiller, s'adapter vite. Apprécier l'aventure, comme on disait. Apprécier l'aventure, être prêt à changer souvent. En gros, bouger, c'est mieux que de rester paralysé par la peur. C'est exactement ça. Cette histoire, même si c'est une fable très simple, elle met en lumière l'importance de l'état d'esprit. Anticiper, comme les souris, surveiller les signes, agir vite et surtout changer sa perspective grâce à cette question sur la peur. Rester bloqué, c'est souvent plus risqué que d'affronter l'inconnu finalement. Cette idée de dépasser la peur, ça nous amène à la fameuse zone de confort. Le module propose même un petit outil rigolo, l'adaptomètre, pour s'évaluer. Fable, bien, très bien adapté. Ah oui, l'adaptomètre. C'est ludique, mais ça fait réfléchir sur soi-même. Prenons l'exemple qu'il donne. Marcel et Roger, 2 camionneurs. L'entreprise leur impose un nouvel horaire du 24/7. Marcel, 10 ans d'ancienneté, refuse net. Pour lui, c'est un manque de respect. Son adaptomètre serait plutôt bas, on imagine. Roger, lui, a 3 ans d'ancienneté, des enfants en bas âge. Malgré les complications familiales que ça implique, il est ouvert. Il comprend que c'est peut-être nécessaire pour l'entreprise et donc pour son emploi. Son adaptomètre serait très bien. C'est un bon exemple. Ça montre bien que ce n'est pas juste une question de caractère. L'ancienneté, la situation perso, ça influence la réaction, c'est sûr. Oui, Mais le facteur décisif ici, c'est vraiment la perception des enjeux et l'attitude. Marcel est focalisé sur son statut, le respect qu'il estime mérité pour son passé. Roger, lui, est orienté vers le présent, la nécessité et l'avenir de sa famille. C'est ce focus différent qui détermine leur ouverture au changement. des réactions si différentes, ça montre bien à quel point c'est personnel l'adaptation. Et ça soulève la question, est-ce qu'il existe des outils plus structurés, disons, pour aider les gens comme Marcel et Roger ou leurs managers à mieux gérer ces transitions? Justement. Et ça nous conduit tout droit à notre deuxième source, le livre Les outils du développement personnel pour manager. Voilà. Ce livre, c'est une sorte de cartographie, en fait. Il essaye de mettre un peu d'ordre dans la jungle des approches de développement personnel qu'on trouve en entreprise. Il y en a tellement. Exactement. Il recense 45 outils, certains très connus comme l'analyse transactionnelle, l'AT, Oui. ou la PNL, la programmation neurolinguistique, qui explore comment nos pensées façonnent nos comportements, et puis d'autres comme l'énéagramme, la méthode DISC sur les styles comportementaux, ou même les 6 chapeaux de Bono pour résoudre des problèmes. 45 outils et validés par une trentaine d'experts, si j'ai bien lu. L'idée, c'est d'aider les managers, les RH, les formateurs à choisir le bon outil pour le bon besoin, sans se noyer. Tout à fait. Et ce qui est vraiment précieux dans ce livre, au-delà de juste décrire chaque outil, c'est la façon dont ils sont classés. Ah oui, Ils sont organisés par objectif. Mieux se connaître, mieux communiquer, accompagner le changement, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, mais aussi par des critères très concrets. comme quoi? Le coût, le temps nécessaire pour se l'approprier, la complexité de mise en œuvre. Ça permet vraiment de faire un choix éclairé, adapté non seulement aux problèmes, mais aussi aux ressources et contraintes de l'équipe ou de l'entreprise. D'accord, c'est pragmatique. Et ce qui m'a frappé aussi, ce sont les mises en garde assez fortes dans la préface. L'auteur insiste sur 2 grands pièges. Le premier, voir ces outils comme des solutions miracles. Les fameuses baguettes magiques. C'est ça. Il dit bien qu'on ne peut pas industrialiser le développement humain. On n'est pas des machines. C'est fondamental ça. L'humain reste complexe et unique. Et le deuxième piège, c'est de croire qu'une seule méthode, une seule grille de lecture, peut suffire à saisir toute la complexité d'une personne ou d'une situation. Le risque de formatage? Exactement. Vouloir faire rentrer tout le monde dans des cases, ça peut tuer la créativité, l'initiative, enfin, tout ce qui fait la richesse humaine, quoi. C'est une approche très saine, je trouve. Le livre défend l'idée de oui à la rigueur, oui aux outils pour éclairer, mais non à l'uniformisation. Il faut préserver ce que l'auteur appelle joliment la poésie de l'humain, la liberté, la spontanéité. Oui, c'est une posture à la fois respectueuse et superbement intelligente, pour reprendre ces termes. Et ça invite aussi à beaucoup d'humilité. Comment ça? Le livre reconnaît ouvertement cette résistance au changement qu'on a tous, plus ou moins. L'exemple typique, on sait bien qu'il faudrait faire du sport, mais demain peut-être. Ah oui, je vois très bien. Voilà,
Donc, les outils sont présentés comme des leviers, des aides possibles, mais sans garantie de succès. C'est assez rafraîchissant dans un domaine où les promesses sont parfois un peu excessives. C'est vrai. Et alors si on essaye de relier tout ça à notre sujet, l'adaptabilité. Parmi ces 45 outils, est-ce qu'il y en a qui sont particulièrement utiles pour ça? Sans faire toute la liste, bien sûr. On peut en pointer quelques-uns, ou plutôt des familles d'outils. D'abord, pour mieux se connaître, comprendre ses propres réactions face au changement. Là, des outils comme l'énéagramme ou le MBTI, le Myers-Briggs Type Indicator, qui aident à identifier nos préférences de fonctionnement, ça peut être un bon point de départ. Pour comprendre pourquoi on réagit comme Marcel ou comme Roger, en quelque sorte? Un peu, oui. Ensuite, pour la communication, pendant ces périodes qui peuvent être tendues, la CNV, la communication non violente, pour exprimer ses besoins et écouter ceux des autres sans jugement, c'est souvent très utile. Mhm. Ou l'analyse transactionnelle, l'AT, pour décoder un peu les jeux psychologiques qui peuvent se jouer dans les interactions. D'accord. Et pour aborder le changement lui-même? Là, on a des approches comme la systémique qui nous invitent à regarder le système global, l'équipe, l'organisation, plutôt que de se focaliser sur les individus isolés. Ou des techniques de créativité comme les 6 chapeaux pour envisager le problème sous différents angles. L'idée, c'est pas de maîtriser chaque outil sur le bout des doigts, mais de savoir qu'ils existent et à quoi ils peuvent servir. Compris. Une boîte à outils diversifiée, mais à manier avec précaution et discernement. Alors, si on revient à la pratique, comment on fait pour montrer cette adaptabilité? Par exemple, dans une situation très concrète comme un entretien d'embauche. Le module Fora en parle à la fin. Oui, Il rappelle d'ailleurs, en citant la presse, que c'est une des compétences les plus recherchées par les employeurs aujourd'hui. logique. Le monde du travail bouge tellement vite, certains secteurs, la santé, le social, l'informatique, l'enseignement, les urgences, c'est évident qu'ils la demandent. Mais en vrai, c'est devenu essentiel presque partout. Et l'entretien, c'est le moment clé pour le prouver, j'imagine. Surtout ces entretiens comportementaux où on demande des exemples passés. Exactement, c'est le moment de vérité. L'annexe 7 du module donne de bons conseils pour ça. Le maître mot, c'est concret. Des exemples précis. Absolument. Pas de blabla général. Il faut parler d'une situation réelle où on a dû s'adapter. Un nouveau chef, une nouvelle techno, une réorganisation d'équipe. Ça peut même être un changement personnel important, un déménagement, un bébé, et expliquer comment on a géré l'impact au travail. Qu'est-ce que le recruteur cherche à voir dans ces exemples? Il veut comprendre la démarche. Est-ce qu'on a paniqué ou est-ce qu'on a abordé la situation avec calme, avec réflexion? Il faut montrer sa flexibilité, son ouverture à apprendre, sa capacité à aller chercher de l'aide si besoin. Ça, c'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est un signe de maturité. Voilà. Et puis, insister sur l'état d'esprit. Même si c'était difficile, on a essayé de rester positif, constructif. On a cherché des solutions. C'est vraiment ça qui peut faire la différence. Très clair. Bon, si on essaye de faire une petite synthèse de tout ça, l'adaptabilité, c'est pas juste un mot à la mode. C'est une vraie compétence qui se travaille activement, un peu comme un muscle mental. C'est ça. Ça demande des stratégies conscientes, être attentif, être flexible, oser changer sa façon de voir les choses et une attitude, disons, ouverte face à l'inconnu. Tout à fait. Et pour nous accompagner dans ce travail, il existe tout un éventail d'outils de développement personnel. Mais la clé, c'est de les utiliser avec intelligence. Ce sont des aides, des leviers, pas des solutions miracles. Il faut choisir le bon outil au bon moment. Et surtout, ne pas tomber dans la simplification excessive ou le formatage. L'objectif, c'est le développement de la personne, pas sa standardisation. Préserver l'individu. Absolument. Et pour conclure, peut-être une petite question pour laisser matière à réflexion. On a vu que ces sources nous offrent des cadres, des stratégies, des outils. C'est utile, ça structure la pensée, ça aide à avancer. Mais comment on fait concrètement pour utiliser ces structures, pour grandir, tout en préservant cette part de liberté, de spontanéité, cette fameuse poésie dont parlait le livre, cette part qui fait notre humanité et qui est souvent, paradoxalement, la source des adaptations les plus créatives, les plus inattendues. Comment on trouve cet équilibre entre la structure qui nous guide et la spontanéité qui nous rend vivants? C'est une excellente question pour terminer. Trouver cet équilibre. Vaste programme. Voilà, de quoi méditer un peu. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous.